on reste dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté, avec quelques questions et des réponses que vous allez nous apporter concernant la maladie d'Alzheimer. Je l'ai dit tout à l'heure dans des mots simples. J'ai envie de vous demander, c'est quoi la différence finalement entre le vieillissement normal et la maladie d'Alzheimer, professeur Yannick Béjot? Alors c'est parfois difficile de faire la part des choses, en tout cas dans les formes débutantes de la maladie. Il faut savoir que le vieillissement s'accompagne d'un fléchissement des capacités cognitives. Donc quand on dit cognitive, ça veut dire surtout la mémoire, le langage, la réflexion. Ça, c'est normal, c'est le vieillissement normal. Mais lorsque cette atteinte devient plus importante et entraîne des conséquences dans l'autonomie des patients, alors là, on rentre dans le côté pathologique qui peut être une maladie d'Alzheimer. À quel moment on détecte que c'est plus important et qu'on peut basculer dans la maladie d'Alzheimer? C'est tout là la difficulté, parce que parfois ce que certains tolèrent comme étant normal, disent bon, moi, ça ne me gêne pas trop, certaines autres personnes en souffrent davantage et vont être amenées à consulter. Ou alors c'est l'entourage qui va s'inquiéter de troubles de la mémoire de la personne qui l'entoure et va dire faut consulter parce que là il y a un problème. Yannick Béjot, malgré tout, est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter, des petits trucs, des petites astuces? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans 2 tiers à 3 quarts des cas, la maladie d'Alzheimer débute par des problèmes, une plainte sur la mémoire des faits récents, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai mangé, j'ai vu quelqu'un, je ne me souviens plus, etc. Ce n'est pas la mémoire des faits anciens, ce n'est pas les dates de naissance, ce n'est pas l'antériorité, c'est vraiment les choses récentes. Et ces petits oublis deviennent de plus en plus fréquents et peuvent entraîner des conséquences. Un oubli de rendez-vous chez le docteur, chez le coiffeur par exemple, un oubli avec la carte bleue, etc. Et ça devient alertant parce que ça devient des situations qui mettent en difficulté dans le quotidien. À l'inverse, il ne faut pas non plus s'inquiéter de trop. Si pour X ou Y raison, ça peut être le stress, la fatigue, ou que sais-je encore, on est perturbé parce que quelqu'un de chez nous est malade, notre entourage, on n'a pas forcément la maladie d'Alzheimer. Il va falloir nous rassurer parce qu'avec Marilyn, là, on se regarde quand même discrètement et vous aussi certainement en train de se dire « Oula, c'est peut-être grave, docteur ». Ce qui fera la différence, c'est effectivement le côté environnemental. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre vie qui pourrait faire qu'on a du mal à se souvenir? Alors c'est sûr que le stress professionnel joue un rôle majeur, les stress de vie. Et si vous avez des stress émotionnels en cours, vous pouvez comprendre qu'il peut y avoir des petits oublis. C'est la durée dans le temps qui va commencer à faire suspecter le fait que ça peut être pathologique. Professeur Yannick Béjot, il y a un profil type de maladie d'Alzheimer? Alors, il y a un profil type, mais beaucoup d'exceptions. Le profil type, c'est vraiment la personne avec la plainte sur la mémoire des faits récents. Les exceptions, ce sont des personnes qui finalement ont une atteinte mnésique, une atteinte de mémoire plutôt en retrait, mais qui vont se présenter avec d'autres modes, notamment des troubles du langage, par exemple, avec des difficultés à trouver les mots, à trouver les noms de personnes ou à reconnaître les gens. Là, ce sont des formes un peu particulières, mais qui ne sont pas si peu fréquentes que ça. Bon, encore une fois, il ne s'agit pas de faire peur, parce que c'est vrai que quand on entend vos propos, on se dit tous à un moment ou à un autre, oui, moi j'ai oublié mes clés, oui, moi j'ai oublié le nom d'une personne que j'ai croisée, oui, j'ai laissé mon caddie au supermarché dans tel rayon, j'ai eu un petit peu de mal à le retrouver. Encore une fois, c'est pas forcément la maladie d'Alzheimer, j'insiste lourdement, mais ça me semble important. Non, la plupart du temps, c'est pas pathologique et c'est vraiment des difficultés, des troubles qu'on appelle attentionnels. C'est des phénomènes ponctuels sur un moment donné. Il nous arrive tous d'oublier des choses. C'est vraiment, encore une fois, quand ça s'inscrit dans le temps et que ça commence à avoir un retentissement qu'il faut s'en inquiéter. Professeur Béjot, est-ce qu'il y a un âge? Alors, il y a un âge, pareil, assez type, c'est-à-dire autour de 65-70 ans. C'est là où il y a le plus de fréquence, à partir de 70 ans. Mais attention, la maladie d'Alzheimer peut frapper tout le monde, y compris les sujets jeunes, parfois dans des formes très particulières génétiques pour les très très jeunes, 45-50 ans, mais parfois spontanément avant 60 ans. Justement, on le voit là sur ce tableau de la maladie d'Alzheimer, 2 malades sur 3 sont des femmes. Ça veut dire que les femmes sont plus prédisposées que les hommes à avoir la maladie d'Alzheimer? Non, ça veut dire que les femmes vivent plus longtemps que les hommes et du coup, en quantité, forcément, il y a plus de femmes qui ont la maladie. 225 000 nouveaux cas par an, c'est aussi dû au vieillissement de la population? Oui, on est en cours d'augmentation de ce chiffre, tout simplement parce que la population française et même mondiale vieillit. Donc l'âge étant le premier des facteurs de risque de la maladie, on comprend bien qu'il y a de plus en plus de cas observés actuellement. On voit 900 000 personnes malades en France, on imagine forcément donc demain plus de monde. La France est un pays à part sur la maladie d'Alzheimer ou alors c'est l'Europe, c'est le monde entier? Non, elle est très similaire aux chiffres européens et nord-américains.
Pour le coup, c'est assez proche. L'épidémiologie montre qu'il y a des chiffres qui sont superposables dans les différents pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut détecter la maladie d'Alzheimer? Vous venez du centre mémoire hein, à Dijon, en plus d'être au CHU en tant que neurologue et chef de service. Ça rayonne sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Il y en a peut-être qui nous écoutent, là, qui nous regardent et qui se disent ah, mon proche, moi-même, j'ai des doutes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, il faut déjà voir son médecin traitant. Le médecin traitant va orienter vers une des consultations mémoire de la Bourgogne-Franche-Comté, qui elles-mêmes sont rattachées à 2 centres de référence, un au CHU de Dijon, l'autre au CHU de Besançon. Ces consultations mémoire de proximité sont à peu près situées dans tous les hôpitaux de la région et permettent de faire les diagnostics et les suivis. Et pour les cas les plus difficiles, il peut y avoir un recours fait au sein de nos 2 CHU, notamment pour les formes jeunes qui nécessitent d'autres investigations ou pour les formes dans lesquelles on a du mal à porter le diagnostic. Alors imaginons, j'ai vu mon médecin traitant, il m'a dit « Ok, Pascal, il faut aller voir au centre mémoire, prendre un rendez-vous ». Je pousse la porte, une fois que j'ai pris mon rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Alors vous allez rencontrer un médecin du centre mémoire qui est la plupart du temps un neurologue, mais qui peut être aussi un gériatre pour les sujets plus âgés ou parfois un psychiatre également spécialisé dans les troubles cognitifs. Il va faire premièrement connaissance avec vous, prendre vos antécédents médicaux et puis vous interroger surtout sur la symptomatologie pour se faire déjà une idée si ça peut être compatible ou pas avec un déclin lié à une maladie. Et ensuite, il va faire réaliser un certain nombre de tests, premiers tests de débrouillage, c'est-à-dire des tests papier-crayon sur lesquels on vous pose un certain nombre de questions sur l'orientation temporelle, spatiale, on vous fait faire Du des genre petits... les questions. Eh bien, du genre, quelle est la date d'aujourd'hui, D'accord. quel est le nom de l'hôpital, à quel étage on est, etc. Ouais. Et on va faire aussi donner des mots, 3 mots, qu'il faudra répéter un peu plus tard au cours du test. Tout ça, c'est un premier test de débrouillage. À partir de là, en fonction de la conviction médicale, il peut y avoir d'autres examens qui vont être faits. En particulier, le premier des examens complémentaires sera d'aller voir le cerveau, puisque le problème viendrait du cerveau. Donc, faire une imagerie du cerveau, la plupart du temps, c'est une IRM, qui permet premièrement d'être sûr que ce n'est pas quelque chose d'autre, une tumeur, rarement, heureusement, parfois maligne, mais souvent bénigne, une inflammation, une maladie vasculaire, etc. Des choses qui pourraient être traitables. Et ensuite, on va aussi voir s'il y a un certain degré d'atrophie, c'est-à-dire le cerveau qui diminue de volume dans certaines régions, qui nous oriente pour dire qu'il se passe quelque chose de pathologique. Et derrière ça, ensuite, le diagnostic pourra être porté par d'autres tests cognitifs auprès d'un neuropsychologue, avec des tests un peu plus longs, un peu plus formatés, pour bien évaluer les différentes composantes de la cognition, mémoire, langage, attention, etc. Yannick Béjot, vous m'arrêtez si je me trompe. Si j'ai bien tout compris, dans un premier temps, on se rend compte, vous me faites faire des tests, il y a un problème médical, donc entre guillemets, là, on peut le soigner. Voilà, on peut déjà... Là, on peut le soigner si c'est médical. Si ce n'est pas médical et qu'on va vers la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la maladie d'Alzheimer reste médicale. Ce qu'on voulait dire par là, c'est que si c'est ce qu'on appelait autrefois les troubles cognitifs curables, les démences curables, c'est pas très joli, c'est-à-dire c'est des troubles cognitifs liés à une lésion qu'on peut retirer. Si ce n'est pas ça, et si on s'oriente vers la maladie d'Alzheimer, là on va mettre en place une prise en charge spécifique, à la fois médicamenteuse, mais également hors médicaments, notamment la stimulation cognitive, l'orthophonie, le soutien psychologique, notamment des aidants, il faut penser aux aidants, et ensuite la mise en place de possibilités d'accueil de jour pour les patients, d'ateliers mémoire, tout un tas de choses qui vont permettre finalement de stimuler la cognition du patient et le maintenir le plus longtemps possible à un niveau lui permettant de garder une autonomie. Professeur Yannick Béjot, 10h quasiment 9, nous sommes le jeudi 20 septembre, jusque-là j'ai pas Alzheimer, tout à l'heure de plutôt pas mal se passer, il nous reste 29 minutes d'émission. Est-ce que là vous pouvez me dire les yeux dans les yeux, oui il y a un message d'espoir Pascal sur la maladie d'Alzheimer? Oui, il y a un message d'espoir. On a effectivement actuellement une palette thérapeutique insuffisante qui permet tout de même d'avoir un effet sur l'évolution de la maladie, mais il y a une recherche extrêmement dynamique autour de la maladie, une recherche médicamenteuse notamment, avec des essais thérapeutiques. Et c'est aussi une des missions des centres de référence que sont les centres mémoire à Dijon et à Besançon, c'est d'accueillir les patients à un stade débutant et les inclure dans des essais thérapeutiques pour tester des nouvelles molécules visant à avoir un effet curatif, c'est-à-dire arrêter le processus pathologique de la maladie. Et là, il y a un vrai espoir qui prendra encore sans doute quelques années, mais il faut s'accrocher et je pense qu'on trouvera une solution pour cette maladie. Bon.